France à tous, très belle soirée. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans le 19-20. Au sommaire du Journal des Alpes, ce soir, la petite Jenna dans les bras de sa maman. Vous entendrez le soulagement d'une mère après l'enlèvement de son bébé hier à Grenoble. Le père de l'enfant s'est finalement rendu à la police dans la matinée. Le malaise des médecins de l'Isère, ils sont de plus en plus nombreux à être victimes de violences dans leurs cabinets médicaux ou lors de leurs visites. Ils déplorent une augmentation de l'agressivité des patients à leur encontre. Et puis le dernier testament, revu et corrigé par l'actrice Mélanie Laurent, c'est à l'Espace Malraux de Chambéry en Savoie. C'est sa première mise en scène. Elle s'est inspirée d'un roman qui raconte la vie d'un Jésus des temps modernes. Carole Gessler sera aux commandes du Journal National tout à l'heure à 19h30 avec deux grands titres ce soir. La grogne des policiers qui se poursuit et s'amplifie. Deuxième nuit de manifestation, nouveau rassemblement programmé ce soir. Le gouvernement tente de canaliser cette colère. Les syndicats sont reçus en ce moment par le garde des Sceaux. Le dossier est devenu très politique à moins de 7 mois de la présidentielle. Et puis la démocratisation du bio. 6 Français sur 10 consomment des produits bio. Les supermarchés ont attiré de nouveaux consommateurs. Jenna, 4 mois, saine et sauve dans les bras de sa maman. Un véritable soulagement après de longues heures d'angoisse. Hier matin, le père avait enlevé de force son bébé en entrant par effraction dans le foyer où il vivait avec sa mère. Il s'est finalement livré à la police dans la matinée. Aurélie Massé, Jean-Christophe Solari. Le soulagement d'une mère. Vanessa tient à garder l'anonymat, mais elle a voulu partager la joie d'avoir retrouvé son bébé. Face aux journalistes, elle revient sur les 24 heures les plus éprouvantes de sa vie. Le papa l'a pris en baby-gros, en pyjama. Elle n'avait rien. Le papa n'avait pas l'habitude de l'avoir avec lui. La petite n'avait pas l'habitude d'être avec son papa. Donc j'avais énormément peur, mais aujourd'hui, je suis la plus heureuse d'avoir retrouvé mon bébé. C'est dans ce lieu tenu secret à Grenoble que le père a enlevé l'enfant. L'homme est passé par un balcon et a forcé une fenêtre pour s'introduire dans l'appartement. Pour la mère de Jenna, pas de doute, c'est l'alerte enlèvement qui a convaincu son ex-compagnon de se manifester ce matin. La jeune femme se trouvait alors au commissariat pour être auditionnée. Il m'a appelé à ce moment-là en me disant je vais appeler la police, je vais me rendre. En gros, comme quoi il est recherché de partout. Donc j'ai passé mon téléphone à la personne qui m'a entendu. Et ils se sont mis donc en accord pour qu'ils aillent le récupérer à tel endroit. Ils sont allés le récupérer. Et j'étais avec 2 autres personnes pour aller récupérer Jenna sur les lieux. Sur le contexte de l'enlèvement, cette maman ne s'étend pas, mais l'association qui l'héberge précise qu'elle avait saisi la justice cet été, après des faits de violence. Steve Beni Issad devait se présenter demain au tribunal de Grenoble. Peut-être la raison qui l'a poussé à commettre ce geste fou. Je pense que ça a été un coup de folie. Si c'était préparé, je pense qu'il aurait quitté la région, il serait parti. Mais vu alerte enlèvement, justement, que ça a diffusé de partout, il ne pouvait plus rien faire, donc il n'avait plus le choix, il n'avait qu'une chose à faire, c'était de se rendre. Je ne l'en veux pas, la seule chose que j'aimerais, c'est qu'il se fasse suivre. Un heureux dénouement, Jenna aurait passé la nuit au chaud dans un appartement à Échirolles. Elle n'a, semble-t-il, manqué de rien. Et à mes côtés, Françoise Paramel, présidente de l'association Issue de Secours. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors vous dirigez 3 foyers qui accueillent des femmes battues, dont celui où vivent Jenna et sa maman. On vous a aperçu d'ailleurs sur les images aux côtés de cette maman. J'imagine que pour vous aussi et le personnel, ça a été un soulagement. Il est certain que c'est un soulagement parce que cet enlèvement, en quelque sorte, s'est passé dans la violence. La maman a été également frappée, le personnel a été repoussé. Et c'est vrai que nous avons vécu dans l'angoisse pendant 24 heures pratiquement, en faisant des démarches, en essayant d'insister sur la dangerosité de ce monsieur et les craintes que nous avions pour ce bébé. 4 mois, qui n'était pas sevré, qui partait avec quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de s'en occuper. Avouez que c'était très inquiétant pour nous, évidemment surtout pour la maman, mais pour nous également. Sans savoir ce que ça allait devenir. Ce que ça allait donner, oui. Oui, oui. Des parents violents ou potentiellement violents qui frappent aux portes de ces foyers où se cachent
ces femmes seules. C'est courant? Non, heureusement, on essaie que le lieu ne soit pas repéré. Mais là, je crois qu'il faut insister beaucoup sur le fait que ces femmes qui demandent un refuge est fait vraiment pour assurer la sécurité, et il faut qu'elles se méfient quand elles sortent, si jamais elles sortent, le moins possible bien sûr, elles ne se fassent pas repérer, pas suivre, etc. Autrement, je leur dis toujours, vous nous prévenez, on va vous chercher. Vous nous avez bien dit, ces lieux sont tenus secrets, cachés. Ah bah oui. Comment est-ce possible au quotidien? Ben écoutez, rien ne l'indique, hein, c'est dans une petite propriété privée, bon, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de boîte aux lettres avec un nom, enfin bon, on essaie que ça soit le plus anonyme possible. Quelle leçon tirez-vous, vous, présidente, de cet enlèvement? Est-ce qu'il faut aller plus loin dans la sécurité? Et comment? Il me semble que c'est assez difficile, à moins d'avoir du personnel 24 heures sur 24, et encore, on n'empêcherait pas certaines personnes de vouloir rentrer par la violence. Donc, ils peuvent être armés, enfin, bon, tout peut se voir maintenant où la violence devient extrême un petit peu partout, hein, et en particulier chez les jeunes. Donc je crois que surtout, il faut prévenir les mamans qui ne sont peut-être pas encore assez vigilantes. C'est toujours pareil, le compagnon, c'est celui qu'elles ont aimé, c'est celui qui les a tenues sous emprise. Elles essaient de s'en détacher, mais c'est quand même aussi le père de l'enfant. Donc elles ont toujours un petit peu des réticences à couper quand même complètement les liens. On essaie de leur dire de supprimer la puce du téléphone, de ne pas répondre, de sortir le moins possible, de surveiller. Mais il est certain qu'il y en a certaines qui ne font pas assez attention. Donc là, elles ne croient pas à la gravité des choses. Elles ne croient pas que ces messieurs peuvent passer. Ah ben oui, on leur dit, mais on leur dit très régulièrement. Mais malgré ça, vous voyez, il est arrivé un drame. Alors une fois de plus, le dispositif alerte enlèvement s'est avéré efficace. C'est la 19e fois qu'il est déclenché en France depuis sa création en 2006 et chaque fois les enfants ont été retrouvés. Dans le cas de la petite Jenna, l'effet médiatique a vraisemblablement là aussi joué un rôle prépondérant. Céline Aubert, Didier Albrand. Si le père de l'enfant m'entend, le mieux serait qu'il ramène l'enfant, que ce soit dans un commissariat, une gendarmerie. Voici l'appel lancé par Jean-Yves Coquillat, le procureur de la République de Grenoble. Et cela quelques minutes avant la reddition du père de Jenna. On ne sait pas si Steve Beneissad a entendu ces quelques mots dans les médias ou s'il s'est senti acculé par le déclenchement de l'alerte enlèvement. C'est la 19e fois qu'une alerte enlèvement est déclenchée en France. Toutes ont été couronnées de succès. Dans le cas de Jenna, elle a permis de recueillir près de 300 signalements. Pourtant, le parquet hésitera à lancer le dispositif. Il le fera presque 12 heures après les faits. Il y a des cas où l'alerte enlèvement va de soi. Vous avez un ravisseur qui est quelqu'un d'extérieur qui enlève un enfant et qui l'emmène. Là, la question de la vie ou de l'intégrité physique de la victime ne se pose pas. Ici, je l'ai dit, il n'y a jamais eu de violence du père sur l'enfant. Et le seul critère, c'est l'âge de ce nourrisson. Steve Beneissad est actuellement entendu au commissariat de Grenoble. Ce père, 9 fois condamné pour vol, devait être jugé pour violence conjugale. Un homme qui a affirmé avoir atteint son objectif, la médiatisation. Pour cet enlèvement, cette soustraction de mineurs par un ascendant, il encourt 1 500 € d'amende et 1 année d'emprisonnement. Madame Paramel, le bras de la justice plus ferme encore, ça pourrait être une solution dissuasive? Bah écoutez, je crois que là, ça fait la preuve de son efficacité. Je ne crois pas qu'il y ait eu trop de retard au déclenchement, puisque dès 10 h du soir, 22 h, on a été soulagés en voyant l'annonce à la télévision. Et là, on s'est dit, ça y est, l'issue est peut-être imminente. Et c'est vrai que ce matin, finalement, pratiquement 24 heures, heure pour heure, le bébé était retrouvé. Donc je crois que vraiment, on peut remercier le procureur d'avoir permis, justement, d'avoir tous les critères, de soulever tous les critères qui permettaient de lancer cette alerte. Merci à vous d'avoir été avec nous et on vous réinvitera plus tard pour parler de la difficulté du témoignage de ces femmes battues. Ce sera l'occasion de vous accueillir à nouveau sur notre plateau. Merci madame. D'accord. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire d'enlèvement. Je vous invite aussi à vous rendre sur notre site France 3 Alpes pour retrouver l'interview complète de la maman de Jenna, ainsi que toutes les précisions sur cette affaire.
Cette information de notre confrère le Dauphiné Libéré, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé aujourd'hui la condamnation à 2 ans de prison avec sursis du père Dominique Pécou, 70 ans, pour atteinte sexuelle sur mineur. Et puis après, les policiers, les professeurs ou les pompiers, les médecins seraient aussi victimes de violences dans leur mission. C'est en tout cas le constat d'une étude concernant les professionnels de santé, et l'Isère figure parmi les mauvais élèves d'après l'Observatoire de la sécurité des médecins. Alors, le sujet n'est pas tout à fait prêt. On va parler de la manifestation des policiers. C'était tout à l'heure et encore même en ce moment, place Félix Poula à Grenoble. Ils étaient environ 150 à protester contre l'inaction de la hiérarchie et du gouvernement contre les violences qu'ils subissent depuis de longs mois. Ils demandent des renforts et des protections supplémentaires pour accomplir leur mission. Une manifestation plutôt sympathique ce matin à Saint-Alban-l'Ès, en Savoie, dans une des écoles de la commune. Une classe de maternelle a été supprimée à la rentrée. Les élèves sont donc 30 dans chacune des 4 classes restantes. Et les parents ne sont pas contents. Ils le font savoir en organisant ce matin notamment dans la cour de l'école un apéro sardine, de l'humour pour dénoncer le sureffectif et réclamer la création de postes supplémentaires pour encadrer les enfants. On écoute un des parents d'élèves. 30 enfants pour une seule maîtresse, même s'il y a une ATSEM qui accompagne, c'est bien trop, bien trop. Ils sont extrêmement fatigués, le rythme scolaire est très soutenu, donc il faut que ce chiffre baisse. C'est pas concevable de mettre 30 enfants de 3 à 6 ans, enfin 3 à 5 même, dans des classes. C'est vraiment énorme comme chiffre. Avec 15 millions de passagers par an, Genève est le plus grand aéroport de la région. Et pour la première fois, une étude quantifie l'impact de ce trafic sur la santé des riverains. Ils sont plus de 600 000 personnes à être touchées de près ou de loin par la pollution sonore ou atmosphérique liée au trafic. Ariane Comsavary, Joël Serroni. Aux heures de pointe, à 4 km de l'aéroport de Genève, on ne s'entend plus parler. Ouais. Alors vous voyez. Vous entendez, hein, on peut presque pas, quand il passe comme ça, on ne peut pas se parler, quoi. On ne se comprend pas. Ça, c'est toutes les 3 minutes. D'ici 2030, un avion décollera toutes les 90 secondes. Une étude pilotée par l'Université de Genève vient de chiffrer l'impact de ce trafic sur la santé des riverains. Les pollutions sonores et atmosphériques sont responsables de 21 décès par an, un chiffre qui pourrait doubler d'ici 2030. Car l'aéroport envisage un développement fulgurant, de 15 millions de passagers annuels aujourd'hui à 25 millions en 2013. Les communes riveraines se mobilisent. Depuis le printemps, une coalition de 44 communes françaises et suisses de Genève, du canton de Vaud, de la Haute-Savoie et de l'Ain s'est mise en place. Elle avait déjà écrit au printemps pour demander un certain nombre de mesures plus encadrantes sur le développement de l'aéroport. Cette étude, elle corrobore finalement nos propositions. De quoi faire pression sur l'État suisse pour limiter les nuisances. Les associations écologistes des 2 pays vont plus loin. Elles réclament une votation populaire, un référendum local, pratique courante en Suisse, pour un développement plus mesuré du trafic aérien. Nous estimons que dans le cas d'un aéroport urbain comme l'aéroport de Genève, qui se situe vraiment presque en pleine ville avec énormément d'habitations autour, eh bien on ne peut pas envisager un tel développement alors qu'on a déjà connu un doublement du nombre de passagers ces 10 dernières années. Dans quelques mois, la Confédération doit présenter son projet de développement. Elle s'est engagée à consulter toutes les communes impactées. Voilà pour ce reportage, et je vous propose maintenant de retrouver le reportage dont je vous parlais il y a quelques instants. Il est enfin prêt, ce reportage sur le malaise des médecins à Grenoble, le reportage de Grégory Lespinasse et Nathalie Rapuc. Ce sont des médecins qui interviennent partout et tout le temps. Au contact des populations, ils subissent aussi des violences quotidiennes. Ils savaient que j'étais médecin, je l'ai redit en début de l'altercation en disant que j'étais attendu pour une visite urgente, que ça ne les a pas arrêtés, ils s'en fichaient complètement. Et voilà, ils voulaient de l'argent. Et avec la menace qu'il fallait pour avoir cet argent, voilà, c'était... je les ai sentis très, très déterminés et je ne savais pas comment ils allaient finir cette agression.
Insultes, menaces, coups, vandalisme. Avec 35 agressions déclarées en 2015, l'Isère se classe dans les 3 départements les plus touchés par la violence. C'est le constat de données recueillies par l'Observatoire des médecins. Si dans la plupart des cas les agressions sont surtout verbales, les médecins sont de plus en plus souvent victimes de violences physiques. Et ça se fait depuis longtemps. On va longtemps, partout, on va à toutes les heures du jour et de la nuit. Donc effectivement, on est parfois en danger. Les médecins ne sont pas du tout formés à cette agressivité. On a travaillé, on travaille nos études, on est surbookés, on travaille beaucoup. Et l'agressivité, on n'a pas le temps de la gérer, on n'a pas le temps de savoir comment faire pour gérer cette agressivité. L'Ordre des médecins en Isère s'est donc penché sur un accompagnement des professionnels de santé devant la justice et dans leur cabinet. Il y a une certaine partie de la population qui souhaiterait tout de suite avoir une réponse. Ils ont une problématique, il faudrait qu'ils puissent, comme sur leur téléphone, avoir un médecin et une réponse immédiate à leur demande. Et ça, c'est sûr que ça ne sera pas possible. Les médecins demandent avant tout un peu plus de considération. Ailleurs, dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, le 9 juillet prochain, tous les regards, vous le savez, seront tournés vers Nantua, dans l'Ain. C'est depuis cette commune de 3500 habitants que les coureurs du Tour de France prendront le départ de la 9e étape, soit 195 km jusqu'à Chambéry. Elle est d'ores et déjà annoncée comme l'étape reine du prochain Tour de France. Et à Nantua, là-bas, on ne cache pas sa fierté d'accueillir un tel événement. Franck Grasso, Benjamin Métral. Jour d'automne sur les bords du lac de Nantua. Jour de fête dans cet hôtel. Dans 9 mois, le Tour de France passera par là et avec lui son lot de clients. Les sportifs, la caravane, les journalistes, les touristes. À peine le parcours dévoilé que déjà le téléphone sonnait et 29 chambres se sont envolées. Une aubaine. En un coup, oui, tout à fait. Je dirais que c'est un cadeau de Noël au mois de juillet. Voilà, tout simplement. Hôtel-restaurant l'Embarcadère, bonjour. À 2 pas de la ligne d'arrivée, le téléphone sonne aussi. Mais à l'hôtel-restaurant de l'Embarcadère, on n'affiche pas encore complet. Le samedi, 7 chambres. Et le dimanche... Si le planning n'est pas rempli, c'est une question de volonté. Les places sont ici bloquées jusqu'à nouvel ordre et on n'entend pas ouvrir les réservations avant bien longtemps. À 15 jours près, on débloquera peut-être des chambres, mais normalement, on les gardera nos chambres pour louer au dernier moment. Parce que autrement, c'est des équipes de journalistes, c'est des gens qui ne mangent pas forcément à l'hôtel, ils sont invités au village du départ, donc c'est peut-être moins intéressant que notre clientèle habituelle. Préférer une famille en vacances qui saura s'attabler à des cyclistes pressés qui ne mangent que des pâtes à 10h du matin, c'est l'idée. Au final, le choix des clients se fera un peu au feeling, quand les gens rappelleront au téléphone. Si c'est 2 chambres, si c'est une chambre pour une personne, si c'est pour une famille, on saura que ça ne fait pas partie du tout. La loterie des chambres est donc ouverte et c'est tout le haut budget qui compte gagner. Au-delà des hôtels, je crois qu'on a aussi pas mal de campings. On a des campings sur le côté Isère Nord, on a des campings sur Nantua, on a aussi des gîtes, on a des stations de camping-car. Voilà, c'est tout des logements différents qui peuvent accueillir les différentes populations d'ailleurs qu'on a sur le Tour de France. Le 9 juillet, si Nantua est au centre de la planète vélo, c'est donc tout un territoire qui devrait bénéficier des retombées. Faute de place dans le haut budget, des équipes ont déjà réservé à 1 heure de route du lac. Le 3e volet de notre série sur les métiers d'art, avec ce soir le portrait d'un tailleur de pierre installé à Chatte en Isère depuis 6 ans et après une formation de 6 mois. Xof, c'est son prénom, s'est amouraché de ce métier de sculpteur. Il travaille la pierre au gré de ses inspirations. Et en totale osmose. Isabelle Colbrand, Joël Serroni. Je taille essentiellement de la pierre dure, du calcaire dur du Nord-Isère. Donc tout ce qui est vasque, dessous de plat, partençant, c'est essentiellement de la pierre dure. Et autrement, tout ce qui est espèce de sculpture, tout ça, je privilégie plutôt les pierres un peu plus tendres, comme la molasse ou de la savonnière. Je fais corps avec la pierre, c'est une espèce d'osmose et bon, c'est vrai que quand je suis en train de tailler, je vois pas le temps passer, je suis concentré sur ma pierre et oui, c'est une osmose en fait, c'est une totale osmose. Pour
sur mes œuvres. Je commence donc par une petite broche, histoire de faire la cavité. Ensuite, une fois que la cavité est à peu près faite, j'affine un petit peu avec la gradine. Et ensuite, je finis avec un gros ciseau pour faire une espèce de layage. C'est la phase la plus minutieuse des 4 ou 5 étapes qu'il y a. Donc il faut être appliqué en fait. Il faut suivre les lignes, suivre le dessin, les ornementations et puis y aller doucement. Voilà. On n'a pas vraiment droit à l'erreur. Et ouais, donc pas mal de concentration en effet, oui. Depuis 6 ans, Christophe Jacon taille la pierre. Pour lui, c'est une forme de méditation. En entrant ainsi dans la matière, il accède à une certaine sérénité. Il fabrique des objets décoratifs, mais également des œuvres d'art qui lui permettent de laisser libre cours à son imaginaire. Je pars d'un bout de pierre en fait. Je commence à faire des formes dedans et puis ensuite je fais des formes dans les formes et puis je me laisse aller un petit peu au gré du vent. J'ai pas vraiment de but particulier. Donc c'est plutôt de l'art abstrait, ça ressemble, voilà, c'est plutôt assez étrange. Comme beaucoup des artistes que nous avons rencontrés, Christophe travaille sur plusieurs pièces en même temps. Il passe ainsi d'un univers à un autre. Ça me permet justement de passer, par exemple, je sais pas, 3 heures sur une pièce et puis après me détendre un petit peu justement dans les sculptures, c'est un petit peu récréatif en fait. Donc de passer par exemple à des vasques où ça demande vraiment un travail où il faut suivre des lignes et ensuite à passer à des sculptures où je me laisse, où je me détends un petit peu entre guillemets. La pierre doit parler, elle doit plaire. C'est une jolie définition de ce métier d'art. Aujourd'hui, Christophe le vit comme une passion qu'il aime partager lors de salons ou d'expositions. Ces 6 années de pratique lui ont aussi donné le goût de la transmission. Enfin, l'événement théâtral de la région se déroule à l'Espace Malraux de Chambéry qui accueille cette semaine une pièce inspirée d'un roman américain, Le Dernier Testament. C'est la première mise en scène de l'actrice et chanteuse Mélanie Laurent qui raconte la vie d'un Jésus des temps modernes, un prétexte à une interrogation sur la foi en Dieu et en l'humanité. Damien Borelli, Franck Sironi. La première fois que je l'ai vu, il m'a fait de la peine. Il était venu pour une place de vigile. New York aujourd'hui, personnage central du Dernier Testament de Ben Zion Avrom, roman de l'américain James Frey. Ben est un héros hors norme. Et ça a été le vigile le plus heureux que j'ai vu. Embauché comme vigile sur un chantier, il est victime d'un grave accident. Transporté à l'hôpital dans un état critique, il s'en tire miraculeusement. Et soudain, l'électrocardiographe s'est remis à enregistrer un pouls pour la 5e fois. Petit à petit, on comprend que Ben incarne une sorte de messie, un Jésus contemporain, humaniste et destroy qui va croiser toute une communauté de gens souvent paumés. Et bonjour. Je m'appelle Jérémie. Ce sont des gens qui sont tous plus ou moins, on va dire pas bien, violentés dans des situations assez difficiles. Et cette personne va tout d'un coup les révéler à une sorte de sérénité, d'apaisement. Je peux effacer les larmes, les cris, les sanglots. On va assister à toutes les questions que ça pose sur le système dans lequel on vit, sur la notion de croyance aujourd'hui, en quoi peut-on ou doit-on avoir foi? Il n'y a pas de réponse, ce sont que des questions. Maintenant, laissez-moi faire, je vais enflammer ma colère contre eux et je les exterminerai tous. Oui. La pièce aborde pêle-mêle la violence, l'aliénation, mais aussi la tolérance, la différence et toujours en filigrane cette foi, véritable quête de l'autre qui est au cœur de l'histoire. Je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Bon app. Le roman, c'est vraiment 12 témoignages, plus le témoignage de la mère. Donc on peut retrouver, dans la démarche en tout cas de James Frey, les 12 apôtres, comment témoigner du passage de quelqu'un sur Terre. Qu'ils soient là d'un messie ou pas, il a existé ou pas, en tout cas, pour ces personnes, c'est leur regard. Il paraît que certains malades seraient repartis guéris. Pour sa première mise en scène au théâtre, l'actrice et cinéaste Mélanie Laurent a choisi de faire évoluer ses 7 comédiens dans une scénographie presque cinématographique. Elle a gardé comme ça un point de vue esthétique très beau, très fort, qu'on retrouve dans ses films et sur le plateau, dans des cadres vraiment somptueux.
Et après, chacun d'entre nous, elle nous a amené à sa façon un endroit de liberté. Joué encore ce soir à l'espace Malraux de Chambéry, le dernier testament repassera par les Alpes les 13 et 14 janvier à l'espace banlieue d'Annecy. Fin de l'information régionale, place à l'information nationale dans quelques minutes. Demain midi, vous retrouverez Pauline Allo pour le prochain Journal des Alpes. Je vous retrouve demain.